Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. L'élection présidentielle est prévue pour se tenir le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. La révision de la liste électorale est terminée. Ce sont plus de 6,5 millions d'électeurs qui sont attendus ce jour-là. Bien entendu, un chiffre à actualiser. Naturellement, le nombre de candidats, lui, dépendra non seulement de la volonté de chacun d'y aller, mais surtout de remplir les conditions édictées par le code électoral. Vous le savez, les textes existent toujours, ils sont lus, mais compris différemment par les 25 millions d'habitants, ce qui nous conduit quelquefois à des interprétations. Le parrainage citoyen, qui fait partie des conditions pour être choisi, fait grincer les dents chez les candidats potentiels. La liste électorale attendue fait faire des commentaires elle aussi. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait interpellé la Côte d'Ivoire, souvenez-vous. Ce soir, nous recevons le président de la commission électorale indépendante, M. Ibrahim Koulibaly Kubière, pour lever tout équivoque. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, M. Fofana. Alors, je voudrais le dire tout de suite, le parrainage, les contentieux, la Cour africaine des droits de l'homme, beaucoup de commentaires avant la présidentielle, j'ai envie de dire, ça fait beaucoup. Ah oui, que ça fait beaucoup. Vous savez, la matière électorale suscite toujours beaucoup de passion. Mais on espère, avec l'occasion que vous nous offrez ce soir, expliquer à nos concitoyens toutes ces questions que je trouve essentielles, mais qui dans le fond ne sont pas complexes. Il suffit tout simplement de les expliquer et permettre à nos citoyens de les comprendre afin qu'on puisse mener à bien notre mission. Très bien. Donc, nous allons expliquer aujourd'hui. Nous allons commencer, je vous le propose, par le parrainage. D'accord. Le parrainage, les Ivoiriens ne semblent pas comprendre véritablement à quoi ça va aboutir. Qu'est-ce que c'est que le parrainage que vous proposez? Alors, de façon simple, le parrainage apparaît comme étant une caution que le candidat potentiel à la candidature va solliciter auprès de l'électeur pour pouvoir présenter sa candidature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je décide aujourd'hui d'être candidat, mais pour le faire, pour apparaître sur la liste des candidatures, il faut que j'ai recueilli un certain nombre de signatures que je vais collecter auprès des électeurs. De sorte que, d'une part, c'est le candidat à la candidature qui sollicite le parrainage. D'autre part, c'est l'électeur appelé parrain qui donne ce parrainage, cette signature. Voilà ce que c'est que le parrainage. C'est simplement une caution que donne l'électeur appelé parrain à un éventuel candidat pour présenter sa candidature. Et il est bon de préciser, M. Fofana, qu'il ne s'agit pas de vote. Il s'agit tout simplement d'autoriser un candidat à présenter sa candidature. Cela permet à l'électeur de choisir déjà le candidat ou de connaître déjà le candidat dès que celui-ci exprime sa volonté de se présenter. Très souvent, malheureusement, c'est à l'occasion de la campagne électorale que les citoyens découvrent celui qui veut être le président de la République. Mais cette fois-ci, avec l'institution du parrainage, cela permet aux citoyens d'apprécier déjà ceux qui doivent porter leur projet de société à leur endroit. Donc, ça renforce ici la participation citoyenne des électeurs à la matière électorale. Mais en même temps, le parrainage permet de révéler l'assise nationale de tout candidat, eu égard bien entendu à l'importance de cette fonction qui est celle de président de la République. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est pour cette raison qu'il est bon que ceux qui aspirent à occuper cette fonction aient une dimension nationale et soient connus des citoyens par l'institution du parrainage. Ce qui est bon de savoir, le parrainage n'est pas l'œuvre de la commission électorale indépendante. Le parrainage est fondé sur deux normes fondamentales. La première résulte de l'accord politique des partis politiques eux-mêmes. Les partis politiques eux-mêmes? Oui. Il vous souvient qu'au sorti du dialogue politique, comme point d'accord, figurait en bonne place le parrainage. Et à côté de ce dialogue politique, il y a l'ordonnance portant code électoral qui institue le parrainage. Donc, ce n'est pas l'œuvre de la commission électorale indépendante, c'est l'œuvre aussi bien des partis politiques, à l'issue bien entendu du dialogue politique, mais en même temps du code électoral qui n'est rien d'autre que l'expression de la volonté du peuple à travers ses représentants que sont les parlementaires. Donc ce n'est pas l'œuvre
de la Commission électorale indépendante. Nous, en tant qu'institution, sommes chargés d'organiser les élections et c'est ce que nous attelons à faire. Vous semblez dire tout à l'heure qu'il s'agissait aussi de vérifier véritablement l'implantation des candidats dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. En quoi diffère vraiment ce parrainage de l'ancienne formule où le candidat se présente à ses risques et périls? Non, la différence... Est-ce qu'il y a un plus? Oui, il y a un plus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Généralement, le citoyen découvre le candidat pendant la campagne électorale. Mais maintenant, le candidat va convaincre le citoyen de l'autoriser à présenter sa candidature. Ce qui permet aux citoyens, puisqu'en réalité, c'est aux citoyens qu'appartient le pouvoir, puisque conformément à la Constitution, le pouvoir appartient au peuple. C'est par le biais des élections que le peuple transfère ce pouvoir à ses dirigeants. Donc, le peuple qui est détenteur de ce pouvoir se donne le droit, à travers le parrainage, de connaître déjà ceux qui ont la prétention de se présenter à l'élection du président de la République. C'est ça qui est très important. Mais il est aussi bon, M. Fofana, de préciser que ce n'est pas une nouvelle institution en tant que telle dans le système électoral. Depuis 1994, le parrainage avait été institué. On parlait de 5000 signatures. Et l'élection de 1995 s'est faite sous la base, bien entendu, du parrainage. Et je crois que c'est avec les dernières révisions que le parrainage a disparu, mais a réapparu avec l'ordonnance portant code électoral de maintenant. Alors, sur ce point, je voudrais dire que vous avez dit 94 et 95, il y avait le parrainage qui a été rejeté. Mais pourquoi est-ce qu'on y revient? On a pensé à l'époque que ça n'a pas fait ses preuves, justement, c'est pourquoi on l'a mis de côté. On ne l'a pas rejeté. Le parrainage a fait ses preuves. Il y a des décisions au Conseil constitutionnel, juridiction habilitée à connaître du contentieux de l'élection du président de la République, qui a rédigé des décisions dans le sens du parrainage. Alors, quelle est donc l'explication de cette parenthèse où on a arrêté un moment avant de revenir? Ça, c'est les initiateurs, c'est le constituant, c'est le législateur qui, selon son vouloir, détermine les règles du jeu. À un moment donné, il a eu nécessaire d'instituer le parrainage et à un autre moment donné, il a trouvé nécessaire de ne pas l'instituer. Mais au jour d'aujourd'hui, il a demandé de l'instituer. Et je le dis très bien, c'est un accord, c'est un point sur lequel les partis politiques, à l'issue du dialogue politique, se sont accordés. Voilà. Très bien. Alors, je vous ai écouté tout à l'heure, mais j'ai tout de suite compris que lorsqu'on n'est pas parrainé, on ne peut même pas être candidat. Ouais. C'est cela? Oui. Automatiquement? Oh, systématiquement. Mais ça fait beaucoup de difficultés. Ben, c'est une façon de voir, mais sinon, la loi dit que tout candidat, pour se présenter, doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans 50% des régions et districts de la Côte d'Ivoire. 1%? 1% de l'électorat local. Alors, quand on regarde le nombre de régions et de districts, on a 31 régions, plus 2 districts autonomes, cela fait 33. Et quand on divise par 2, ça fait 16,5. Et on a arrondi à 17. Donc, il est fait obligation aux candidats à la candidature de collecter 1% dans chacune de ces régions et districts de l'électorat local. Voilà ce qui lui est demandé. 1%? 1%. Dans chacune des 17 régions et districts. Voilà. Et on ne remplit pas cette condition, donc on ne peut pas être candidat. Mais oui, mais tout comme si vous ne produisez pas un certificat de nationalité, tout comme si vous ne produisez pas le reçu du cautionnement, tout comme vous ne justifiez pas de la régularité de votre fiscalité. Donc c'est tout comme. Il est bon de préciser que le parrainage, qui requiert une organisation particulière, n'est rien d'autre qu'une condition d'éligibilité qui ressortit à la compétence du Conseil constitutionnel. Seul organe habilité à apprécier l'éligibilité du candidat. Une condition, vous avez dit, ça ressemble à une condition à part, une condition particulière, puisqu'on en discute beaucoup plus. Oui, mais en réalité, ce n'est pas une condition à part. Je le dis, voilà ce que la loi dit. Pour être candidat, il faut déclarer, il faut exprimer sa volonté d'être candidat. C'est ce qu'on appelle la déclaration de candidature dûment signée par le candidat. Ensuite, il faut qu'il produise un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité, un casier judiciaire, la liste des personnes parrainant sa candidature, et puis ainsi de suite. Donc vous voyez que le parrainage figure au titre
des conditions d'éligibilité. Mais comme le parrainage requiert une opération particulière, voilà pourquoi on en parle. Sinon, si vous n'avez pas 50 millions de francs, vous ne pouvez pas vous présenter. Si vous n'êtes pas ivoirien, vous ne pouvez pas vous présenter. Si vous avez maille à partie avec la justice constatée dans une décision devenue définitive, vous ne pouvez pas non plus vous présenter. Voilà, autant de questions, autant de conditions à remplir pour être candidat à l'élection du président de la République. C'est mieux de bien comprendre ces chiffres. Le parrainage renvoie à des chiffres à retenir comme 1% des électeurs inscrits dans 17 régions et 2 districts autonomes. Cela répond à quoi exactement? Mais c'est pour apprécier l'implantation, l'assise nationale d'un candidat. Parce que le président de la République, ce n'est pas un maire. Le président de la République, ce n'est pas quelqu'un qui gère une partie de la République. C'est un président de la nation ivoirienne. C'est pour cette raison, à travers cette institution, pour apprécier son assise nationale, on lui demande d'avoir au moins une représentativité dans 17 régions de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la moitié des régions de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et 1% de l'électorat local. En le disant, je ne dis pas que c'est facile. Mais rien n'est facile. Quand on décide d'être président de la République, les conditions ne sont pas faciles, mais l'exercice non plus de la présidence n'est pas facile. C'est pour cette raison qu'il faut commencer déjà tôt, pour s'y habituer. Alors, de façon pratique, comment est-ce que les choses se passent sur le terrain? Le candidat à la candidature X, qu'est-ce qu'il fait dès le premier jour où il décide vraiment d'être candidat à la candidature? À ce niveau, il est bon de préciser que le parrainage que la Côte d'Ivoire a choisi, c'est le parrainage citoyen. À la différence du parrainage des élus, où ce sont les élus qui donnent leur signature aux candidats. En Côte d'Ivoire, c'est le parrainage citoyen. Donc, c'est le candidat qui va vers les parrains que sont les électeurs. Alors, quels sont les organes qui interviennent dans le parrainage? Ces organes sont au nombre de 5. Premier organe, la commission électorale indépendante. La loi prescrit à la commission électorale indépendante d'élaborer une fiche de parrainage qu'elle met à la disposition des candidats sur son site, lesquels vont aller les télécharger et l'imprimer et aller vers les électeurs pour les renseigner. Ensuite, la commission électorale met une clé à la disposition du candidat, qui est une fiche, mais en format numérique, pour renseigner toujours, comme la fiche papier, le nombre de parrains collectés. Et puis, la commission électorale met à la disposition du candidat une pièce très importante, la liste des statistiques des populations électorales dans chaque région et département, permettant ainsi aux candidats de savoir le nombre, les 1%, parce que les 1%, c'est en fonction de la population électorale. Donc, de savoir le nombre de parrainages à collecter dans chaque département. Ce sont ces documents que la commission électorale met à la disposition du candidat. Le deuxième organe qui intervient dans le parrainage, c'est le candidat à la candidature. On dit en matière électorale le candidat à la candidature qui est différent du candidat, parce que le candidat à la candidature, c'est celui qui exprime sa volonté d'être candidat. Alors que le candidat, c'est celui qui est retenu par le Conseil constitutionnel. L'intérêt de la distinction réside dans le fait que le candidat à la candidature, quand il décède, il a droit à la compassion humaine. Alors que le candidat qui décède, avant le premier tour, il est loisible au Conseil constitutionnel de reporter. Mais quand il décède, avant le deuxième tour, il est fait obligation au Conseil constitutionnel de reporter l'élection. D'où l'intérêt. Alors le candidat à la candidature, quant à lui, le premier acte qu'il pose, c'est de désigner ses représentants. Ces représentants que sont les collecteurs de ses parrains. Alors ces représentants sont au nombre de 3. On a un coordonnateur central, un collecteur régional et des collecteurs délégués qu'il peut désigner. C'est une organisation propre à chaque candidat, rien que pour collecter le parrainage sur le terrain. Ça, c'est ce qui incombe aux candidats à la candidature. Ensuite, nous avons les collecteurs qu'il désigne. Ce sont des personnes qui sont mandatées pour agir au nom et pour le compte du parrain, pour aller collecter le parrainage sur le terrain. Et ceux-là doivent bénéficier d'un mandat express de la part du candidat au nom de qui ils agissent. Ils ont pour mission principale de collecter le parrainage au profit du candidat qui les a mandatés. Dans toutes les régions? Dans toutes les régions. D'accord. De leur choix. Oui, on n'impose pas des régions. Si vous savez que vous avez beaucoup de militants dans telle région, ben vous partez là-bas pour collecter vos 1%.
La quatrième personnalité, ici, c'est le parrain lui-même. Le parrain qui est l'électeur. Alors, deux séries de conditions s'imposent au parrain. Il y a celles qui tiennent à la qualité de parrain et celles qui tiennent au lieu où on donne le parrainage. Celles qui tiennent à la qualité de parrain fait que pour être parrain, il faut être électeur. Et pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. D'où l'intérêt de l'enrôlement. Alors ensuite, le parrain ne peut donner qu'une signature à un candidat. Il ne peut pas donner plus d'une signature à plus d'un candidat. Il donne une signature à un seul candidat. À un seul candidat. Il parraine qu'un seul candidat. Il ne parraine pas plusieurs candidats. Le faisant, il fraude. Il contrarie la loi et il s'expose à des sanctions pénales, sur lesquelles on va revenir d'ailleurs. Et ensuite, les conditions tenant au lieu viennent de ce que le parrain doit donner sa signature ou son parrainage dans le lieu où il s'est fait enrôler. Et en dehors des lieux proscrits par la loi, que sont les casernes, les cantonnements militaires et les hôpitaux. En dehors de ces lieux, il peut donner son parrainage partout où il s'est fait inscrire sur la liste électorale. Voilà les conditions qui tiennent au parrain. La cinquième institution qui intervient dans le parrainage, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est la juridiction compétente, la seule juridiction d'ailleurs compétente pour connaître de tout le contentieux de l'élection du président de la République. Parce que conformément à la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel qui statue sur l'éligibilité des candidats. Dans laquelle éligibilité, bien entendu, figure, les conditions d'éligibilité figurent le parrainage. Le parrainage. Voilà. Donc, c'est le Conseil constitutionnel, à cette occasion, qui va mettre en place un dispositif de vérification permettant d'apprécier si effectivement le candidat à la candidature respecte la loi, c'est-à-dire à respecter le taux d'électeurs à recruter ou le taux de parrainage à recruter dans chaque différente région. Et c'est à l'issue de cela qu'il est considéré comme éligible ou non. À la suite, bien entendu, de ce que, consécutivement à cet examen, le Conseil constitutionnel va arrêter et publier la liste définitive de candidats. À partir de cet instant, vous êtes devenu candidat. Voilà comment se passe donc le parrainage sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas compliqué. Ah non, si, quand même. Quand même. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est une difficulté supplémentaire. Mais tout cela, combien de temps vous donnez aux candidats pour la pêche au parrain? Vous savez, on nous dit que c'est toujours le problème de temps. Mais c'est vrai. Au départ, nous avions prévu 1 mois. Mais vu le caractère nouveau de cette institution qu'est le parrainage, nous avons proposé 45 jours. Ailleurs, c'est 1 mois, 2 mois, selon les pays. Nous avons décidé 45 jours. C'est pour cette raison que le parrainage a commencé depuis le 16 juillet pour prendre fin le 31 août. Donc, ils ont tout le temps de ratisser l'âge. Et ils ont l'avantage d'avoir 2 tests, 2 listes électorales. La liste de 2018 et la liste de 2020 qui leur sera remise le 29 juillet, très bientôt, pour leur permettre d'aller à la pêche au parrain. Donc, nous avons 45 jours. Est-ce que vous comprenez la levée du bouclier de certaines personnes qui s'opposent au parrainage? Ah oui. Oui, parce que c'est dit clairement. Est-ce que cela ne peut pas être vu comme une volonté délibérée d'écarter certaines candidatures? On l'entend très clairement, ça il faut vous le dire, dans cette grosse ambiance de suspicion. Mais vous savez, toute compétition est assortie de règles de compétition. Toute compétition est assortie de conditions. Oui, mais cette condition, est-ce que vous ne la trouvez pas trop ardue? Est-ce qu'elle ne ressemble pas vraiment à une condition qui élimine certains candidats? Ah, vous savez, l'institution que je dirige n'a pas compétence d'apprécier la dureté de la loi. Elle est chargée de l'appliquer. Vous savez, sur ce point, il y a plusieurs interprétations. Autant certains diront qu'effectivement, c'est difficile à réunir les conditions, mais d'autres vous diront, mais c'est plus aisé comme ça, parce que ça permet de filtrer déjà les citoyens qui ne sont pas forcément des citoyens sincères quant à la prétention à la magistrature suprême. Donc, chacun y va de son commentaire, mais moi, en tant qu'institution, je suis chargé de l'appliquer. Alors, si, à l'occasion de cette application, il s'est avéré que l'institution que le législateur a instituée
qui est le parrainage, ne trouvent pas bonne application sur le terrain, mais ils aviseront. Pour l'heure, c'est le parrainage qui vaut et nous allons l'appliquer. C'est intimidant tout de même, c'est intimidant. Est-ce que l'opportunité, vous pensez qu'aujourd'hui, il y a l'opportunité vraiment d'aller au parrainage? Vous savez, je vais vous dire, il y a plusieurs conditions d'éligibilité. Autant certains sont plus à l'aise pour réunir un certain nombre d'électorats, autant ils ont des difficultés pour rapporter la preuve de la régularité de leur fiscalité. Autant d'autres diront que c'est plus aisé pour eux d'avoir 50 millions et dire que ce n'est pas forcément établi qu'ils n'aient pas commis d'infraction qui les rendent inéligibles à la fonction de président de la République. Voyez-vous, toutes ces conditions, les unes comme les autres, selon les candidats, selon les personnes, trouvent difficulté. Mais jusqu'à preuve du contraire, le législateur, en l'instituant, il a ses motifs et nous nous sommes chargés d'appliquer la loi et c'est ce que nous nous attelons à faire. D'accord, c'est vrai que nous comprenons l'esprit, mais c'est une opération qui nécessite d'énormes ressources financières et humaines. Et vous donnez l'occasion de penser que le parrainage élimine les personnes les moins nanties aux dépens des personnes qui ont beaucoup plus de moyens. Parce que d'abord 50 millions de francs CFA pour celui qui sera candidat. Ensuite, il faut faire au moins 17 régions. C'est beaucoup d'argent. Avouons que c'est éliminant. Peut-être. Vous savez, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, quand aujourd'hui vous voulez passer un concours, on vous impose certaines conditions. Si vous acceptez de passer le concours, vous vous soumettez à ces conditions-là. Quand on dit vous voulez devenir gendarme aujourd'hui, vous partez, on vous dit qu'il faut avoir une certaine taille et vous devez respecter ces conditions-là, alors que vous êtes ivoirien au même titre que les autres. Mais on n'a obligé personne à être président de la République. Si vous décidez volontairement d'être président de la République, vous vous soumettez à la loi. Parce que l'importance de la fonction requiert que le candidat fasse déjà beaucoup de sacrifices. Mais M. Fofana, à regarder de près, croyez-vous que les fonctions du président de la République sont plus fastidieuses que les conditions, sont moins fastidieuses que les conditions d'éligibilité? Moi, je pense que les fonctions du président de la République sont plus fastidieuses que les conditions d'éligibilité. Alors, si vous n'arrivez pas déjà à remplir les conditions d'éligibilité, que dira-t-on alors de l'exercice de la fonction de président de la République qui n'est pas du tout repos au dit de ceux qui l'ont exercé? Alors, dernier point sur le parrainage. Ceux qui critiquent véritablement, ils voient plus d'inconvénients que d'avantages. Ce n'est pas votre avis? Non, ce n'est pas mon avis. Parce que, je le dis toujours, mais les partis politiques qui sont les acteurs des élections, ce sont eux-mêmes qui se sont accordés sur le parrainage. D'accord. Ça veut dire qu'ils y ont trouvé un avantage. Voilà. Très bien. Nous allons parler maintenant du contentieux. Qu'est-ce que c'est exactement le contentieux sur la liste électorale? En quoi il consiste? Mais il est bon de préciser, avant de parler du contentieux, que la révision de la liste électorale n'est pas terminée. J'entends dire ça et là qu'on attend la commission électorale pour faire le point. Parce que la révision de la liste électorale est terminée. Non, elle n'est pas terminée. Ah, très bien. C'est une étape de la révision de la liste électorale qui a pris fin. Cette étape s'appelle la collecte des données qu'on appelle l'enrôlement. D'accord. La révision de la liste électorale comprend 3 grandes étapes. La première, c'est l'enrôlement. La deuxième, c'est le traitement des données collectées à l'occasion de l'enrôlement. Et la troisième, c'est la production des documents électoraux. Donc, nous avons fini la première étape. Il reste maintenant le traitement des données collectées. Et ce traitement des données collectées répond à 2 principes fondamentaux. S'assurer dans un premier temps que ceux qui sont sur la liste électorale sont inscrits une seule fois sur la liste électorale. Deuxièmement, il faut s'assurer que ceux qui sont sur la liste électorale remplissent les conditions prescrites par la loi, notamment être ivoirien, la citoyenneté, être majeur de 18 ans, et puis jouir de ses droits civiques et civils. Et à côté de cela, déceler les erreurs matérielles de saisie qui peuvent être introduites sur la liste électorale. Donc, voilà autant de situations qui justifient le traitement. C'est pour cette raison qu'il est bon de préciser aussi qu'à l'occasion de ce traitement, la commission électorale indépendante a adressé 2 courriers à 2 ministères. Le ministère de la Justice et le ministère de l'Administration du Territoire. À l'effet, pour ces 2 ministres,
de mettre à la disposition pour ce qui est du premier, c'est-à-dire le ministre de la Justice, la liste de toutes les personnes qui ont été condamnées et déchues de leurs droits civils et politiques. Pour le deuxième, le ministre de l'Administration du Territoire, de mettre à la disposition de la commission électorale la liste de toutes les personnes qui sont décédées. Ce sont ces deux listes-là qui vont permettre à la commission électorale, à travers son opérateur technique, d'expurger la liste de toutes les personnes qui ne méritent pas d'y être, en plus des principes dont nous avions parlé ci-devant. Voyez-vous, c'est cela qui constitue le traitement. C'est à l'issue de ce traitement maintenant qu'on va procéder à l'affichage de la liste électorale et ouvrir le contentieux sur lequel je voudrais faire quelques petites observations, si vous le permettez. Oui, allez-y. Alors, le contentieux, il se définit comme étant l'ensemble des règles et procédures permettant de régler les différends nés à l'occasion de la révision de la liste électorale. Il vous souvient que la liste électorale, qui est un document administratif sur lequel on enregistre l'ensemble des électeurs, est tenue à jour annuellement par la commission électorale indépendante, en tenant compte bien entendu des mutations intervenues dans le corps électoral. Et à cette occasion, des différends peuvent naître. Parce que des citoyens, à l'occasion de l'enrôlement, peuvent demander à la commission électorale de voir inscrire leur nom sur la liste électorale. À l'affichage, ils peuvent ne pas avoir leur nom sur la liste électorale. Donc ils peuvent demander à la commission électorale d'inscrire leur nom sur la liste électorale, c'est ce qu'on appelle le contentieux de l'inscription. Il se peut faire aussi que des gens soient inscrits sur la liste électorale alors qu'ils ne méritent pas, ils ne remplissent pas les conditions pour y être inscrits. Ils peuvent donc, à l'occasion du contentieux, demander à la commission électorale indépendante de radier ces personnes. Et le troisième cas, c'est ce qu'on appelle le contentieux de la radiation. Dans le troisième cas, il se peut faire que dans la mention, à l'occasion des collectes des données personnelles des requérants, que des erreurs soient commises sur les mentions, sur leurs données. À l'occasion donc du contentieux, ils peuvent demander à la commission électorale de procéder à la rectification de ces mentions. C'est ce qu'on appelle le contentieux de rectification. Alors, il faut se poser la question de savoir, mais qui peut saisir les organes chargés de régler le contentieux électoral? De qui? 3 catégories de personnes. Oui. La première, pour ce qui est du contentieux de l'inscription, seuls les électeurs inscrits dans la circonscription donnée peuvent demander à la commission électorale de voir inscrit leur nom ou le nom d'une tierce personne qui mérite d'être inscrit sur la liste électorale. La deuxième catégorie, concernant donc le contentieux de la radiation, le législateur dit tout électeur peut demander la radiation de toute personne ne méritant plus d'être sur la liste électorale. Il s'agit ici des personnes qui sont privées ou qui ne jouissent plus de leurs droits civils et politiques, ou bien des personnes qui sont décédées. C'est ouvert à tous les électeurs. Le troisième contentieux, qui est le contentieux de l'inscription sur la liste électorale, seul l'intéressé et les membres de la commission peuvent demander rectification de ces mentions sur la liste électorale. Alors, quand on a déterminé ceux qui peuvent saisir, mais qui saisir? Alors, il y a 2 organes. Les 2 organes sont la commission électorale indépendante et les juridictions de droit commun. D'accord. Alors, comment on saisit la commission électorale indépendante? Par simple requête. Vous adressez la requête à la commission électorale indépendante du lieu où vous êtes inscrit. Dans quel délai? À partir de l'affichage, vous avez 3 jours pour saisir la commission électorale indépendante. 3 jours? 3 jours. Vous avez 3 jours pour saisir la commission électorale indépendante pour porter à sa connaissance votre réclamation. Et ensuite, la commission électorale a 3 jours parce qu'il faut éviter la délation. Donc, quand vous saisissez la commission électorale indépendante, celle-ci va afficher votre réclamation sur le tableau pour dire « Ah, ben, monsieur Fofana, monsieur Tantampion a demandé votre radiation de la liste électorale. » Ah oui, parce qu'un citoyen peut demander à ce qu'un autre citoyen soit retiré de la liste. Voilà. Donc, par respect du contradictoire, qui est une règle fondamentale en matière de justice, la commission électorale affiche donc cette réclamation permettant à la personne concernée de pouvoir faire ses observations. Ce après quoi, la commission a 3 jours pour statuer et rendre sa décision. Alors la décision de la commission électorale peut être favorable, donc faisant droit à la requête, demande la radiation ou l'inscription ou la rectification, tout comme la décision de la commission électorale peut ne pas faire droit à la requête du requérant. Alors si elle ne fait pas droit à la requête du requérant,
il est loisible à ce dernier de saisir la juridiction de droit commun pour porter sa réclamation devant cette juridiction. D'où le second organe, c'est-à-dire les juridictions de droit commun. Et les juridictions de droit commun compétentes sont le président du tribunal du lieu où l'inscription a eu lieu. Et c'est la même procédure. Vous avez 3 jours à partir de la décision de la commission électorale indépendante et la juridiction a 5 jours pour statuer. Mais quand la décision a rendu sa décision, il faudrait bien que, et quand la juridiction a rendu sa décision, il faudrait bien que le procès prenne fin. La décision de la juridiction n'est pas susceptible de voie de recours. Et à cet instant, nous allons introduire la décision de la juridiction sur la liste électorale. Celle-ci peut faire droit à votre requête comme elle peut rejeter votre requête. Voilà donc le contentieux. Comment il se présente? Alors, ce contentieux, avant même qu'on en arrive à cela, est-ce qu'on peut déjà faire le point des nouveaux majeurs, par exemple, sur le listing? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 6,5 millions d'électeurs sont attendus. C'est un chiffre à actualiser. Est-ce possible aujourd'hui de faire un point là-dessus? Non, pas du tout. Pas maintenant, mais ne vous pressez pas. Dans moins de 3 à 4 jours, le 29 déjà, on va donner la liste. Parce que, comme je vous l'ai dit, après la collecte, il faut procéder au traitement. Si on se hâte pour vous donner la liste et après on se rend compte que ce n'est pas juste, ben, ça ne sera pas bien. Donc on fait ce travail et à partir au plus tard, le 29 et le 31, nous allons procéder à l'affichage de la liste électorale et je vais profiter de cette occasion de remettre la liste électorale le 29 à tous les partis politiques afin que ceux-ci puissent le consulter et aller à la pêche des parrains sur toute l'étendue du territoire. Donc à partir du 29, nous allons donner la liste. Mais il est bon de savoir déjà que la révision de la liste électorale nous a satisfait. Parce que, au dit de nos techniciens sur le terrain, il semble que nous ayons dépassé toutes les prévisions habituellement connues. Il y a eu beaucoup d'engouement et c'est l'occasion qui m'est donnée ici de remercier tous les partis politiques, tous les acteurs politiques du processus électoral qui n'ont pas ménagé d'énergie pour demander à leurs militants et sympathisants de participer à l'enrôlement. Et aujourd'hui, sans donner des chiffres, nous avons dépassé tous les chiffres précédents. Très bien, ça nous donne un début de réponse tout de même, parce que nous avions voulu avoir la première de l'information sur la première, mais nous attendrons tout de même. Mais je suis obligé de vous le dire, Monsieur le Président, des partis politiques ont demandé un audit des listes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il y a un manque de confiance ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? J'ai bien envie de me poser moi-même la question, mais M. Fofana, je voudrais leur demander de faire confiance à la commission électorale indépendante. Parce que la liste électorale dont il est question fait l'objet de 5 filtres, c'est-à-dire 5 contrôles. Le premier contrôle, c'est que quand le citoyen demande à se faire inscrire sur la liste électorale, il se heurte à nos agents de recensement. Nos agents enrôleurs leur demandent. L'agent, le requérant qui vient à notre guichet, on lui demande, vous êtes ivoirien? Il dit oui. Vous jouissez de vos droits civils et politiques? Et il va donner des documents attestant de cela. C'est le premier filtre. Donc ça veut dire déjà qu'à nos guichets, ce n'est pas n'importe qui est inscrit. Mais comme c'est une œuvre humaine, les règles peuvent ne pas être respectées. Il y a un deuxième filtre. Le deuxième filtre, c'est le traitement des données. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le traitement des données obéit à 2 principes. Le premier, c'est d'abord de s'assurer que l'électeur qui est inscrit sur la liste électorale est inscrit qu'une seule fois. Et deuxièmement, que l'électeur qui est inscrit mérite d'être inscrit parce qu'il satisfait aux conditions prescrites par la loi, c'est-à-dire sa majorité, sa citoyenneté et sa moralité à travers la jouissance des droits civils et politiques. Donc vous voyez, il y a un contrôle qui se fait. Immédiatement, si vous ne remplissez pas ces conditions, c'est-à-dire si vous êtes mineur, automatiquement, par la voie du traitement, on vous sort, ce qui constitue le deuxième verrou. Le troisième verrou, c'est le contentieux. Le contentieux devant la commission électorale indépendante. Il se peut faire que vous passiez entre les mailles de l'agent enrôleur. À l'occasion du traitement, vous passez. Mais il y a le contentieux. La commission, quand vous venez porter la réclamation devant la commission disant « Mais j'ai constaté qu'il y a des gens qui sont sur cette liste qui ne méritent pas d'y être », vous saisissez la commission électorale. Celle-ci, à l'occasion de l'examen de votre requête, avec preuve à l'appui, va faire droit à votre requête si celle-ci est bien fondée.
c'est un troisième verrou. Et si la commission ne fait pas droit à votre requête et vous considérez que vous avez raison, il y a un quatrième verrou, c'est la juridiction de droit commun. Vous pouvez aller saisir la juridiction de droit commun pour demander à celle-ci de faire droit à votre requête, si tant il est vrai que celle-ci est fondée. Et le cinquième verrou que je trouve essentiel, c'est que, comme je vous l'ai dit, le 29, les premières personnes à qui je vais remettre la liste électorale, ce sont les partis politiques, conformément à l'article 18 du Code électoral, qui prescrit que, dans tous les cas, il appartient à la commission électorale de remettre aux partis politiques et aux candidats potentiels la liste électorale. C'est à cette occasion que ces derniers peuvent, dans leur examen, déceler les irrégularités et les porter à la connaissance de la commission électorale indépendante. Nous pensons que cette liste-là, au regard des 5 filtres, est quand même une liste qui est correctement traitée, qui sort de ces 5 filtres, quand même quelque chose de potable. Mais, Monsieur le Président, mon insistance vient du fait qu'en plus des partis politiques, il y a des organisations de la société civile qui ont dénoncé, elles aussi, des fraudes dans certaines circonscriptions administratives. Oui, mais vous savez, c'est comme une disposition pénale qui dit que nul ne doit soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas. Alors que chaque jour, il y a des voleurs. Mais là, une chose est qu'il y ait des voleurs, mais une autre est de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire d'appréhender ces voleurs. Donc, le contentieux est l'occasion pour ces organisations de la société civile de porter cela. Je dis bien, tout électeur peut demander la radiation de toute personne qui se retrouve indûment sur la liste électorale. Donc, le contentieux est cette occasion pour ces organisations-là de porter à la connaissance de la commission électorale, qui peut être, qui n'est pas infaillible forcément, de préciser qu'il y a tel, avec des éléments de preuve à l'appui, et à partir de cet instant, nous allons aviser et retirer ces personnes qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale. Mais je suis obligé de tout vous dire sur ce plateau aujourd'hui, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de vous avoir, en plus des partis politiques, en plus de la société civile. Beaucoup de personnes reprochent à la CEI de faire cavalier seul, de prendre des décisions à leur insu. Non, pas du tout. Vous savez, le 6 mai... Vous associez tout le monde? Bien sûr. Voyez-vous, M. Fofana, lorsque nous avons été élus à la tête de la commission électorale indépendante, nous avons écouté les uns et les autres. Ils nous ont reproché, ou du moins ils ont reproché à l'équipe sortante de ne pas communiquer et de faire cavalier seul. Fort de ces reproches, j'ai réuni la commission centrale et nous avions adopté le mode opératoire qui suit. Toutes les opérations décrites dans le processus électoral à travers un chronogramme précis seront examinés ensemble avec les partis politiques. Ils peuvent ne pas nous aimer, et comme si nous les invitons, ils peuvent ne pas venir, nous avons souhaité associer les Nations Unies. C'est pour cette raison que le 6 mai, les Nations Unies nous ont reçus avec tous les partis politiques afin de déterminer le mode opératoire sur la révision de la liste électorale. Et à cette occasion, M. Fofana, les partis politiques ont souhaité que, premièrement, comme document pour participer à la révision de la liste électorale, que le requérant soit détenteur soit d'une carte nationale d'identité. S'il n'a pas la carte nationale d'identité, qu'il puisse se prémunir d'une attestation d'identité ou à défaut d'un récépissé de l'ONU ou à défaut d'un certificat de nationalité. Et vous vous souvenez que, fort de cela, nous avons intégré dans notre mode opératoire les conditions qu'ils ont souhaité avoir. Et nous avons fait cette proposition au gouvernement qui a entériné à travers un décret déterminant les modalités d'inscription sur la liste électorale en intégrant la volonté des partis politiques. Je crois que c'est un débat. Ensuite, les partis politiques ont souhaité que tous les lieux de vote soient transformés en centres d'enrôlement. Il y avait 10 848 lieux de vote. Nous les avons tous transformés en centres d'enrôlement à l'effet de rapprocher l'enrôlement du citoyen. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, et enfin, ils ont dit qu'ils souhaiteraient qu'on leur donne un temps suffisant pour l'enrôlement. On leur a dit, par le passé, l'enrôlement ne suscitait pas beaucoup d'engouement. Commençons, si on constate une affluence, nous allons aviser. Évidemment, vous vous rappelez qu'il était prévu 15 jours pour faire l'enrôlement. Nous avons prorogé 2 fois sur insistance des partis politiques. Il n'y a pas mieux. Donc, chaque fois que nous posons un acte, nous associons les partis politiques. Donc, on ne peut pas dire que nous faisons cavalier seul. Tout ce que nous avons fait est en rapport avec les partis politiques. C'est pour cette raison que je voudrais profiter de votre micro
pour assurer les uns et les autres que les partis politiques ne sont pas nos adversaires. Tout au contraire, ils sont nos alliés. Souvenez-vous que la Constitution ivoirienne prescrit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et tout parti politique sérieux a vocation à conquérir le pouvoir d'État par le biais de l'élection. Or, la Constitution dit que c'est la commission électorale indépendante qui organise les élections. Voyez-vous, ils veulent arriver au pouvoir par le biais des élections que nous organisons. Est-ce que pensez-vous que nous pouvions être des adversaires? Nous sommes des alliés, nous sommes des partenaires. Et c'est ce partenariat que je veux mettre en exergue à travers toutes les réunions en impliquant leur participation dans la confection de tous les modes opératoires qui vont donc commander à l'exécution de nos différentes opérations sur le terrain. On est journaliste, on a l'opportunité d'entendre beaucoup de choses à l'extérieur et aujourd'hui on vous écoute aussi avec beaucoup d'optimisme. Est-ce qu'aujourd'hui la commission électorale indépendante est prête pour la présidentielle du 31 octobre? Oui, il n'y a pas de souci. Vous savez, on ne doit pas douter? Non, il n'y a pas de doute là-dessus. Jusqu'à preuve du contraire, bien entendu, pour ce qui est de l'heure, nous n'avons pas de souci. Nous allons procéder au 31 juillet à l'affichage de la liste provisoire. Nous avons ouvert le dépôt des candidatures et ensuite nous allons procéder à l'examen, à la vérification des dossiers des candidatures et ensuite les transmettre au Conseil constitutionnel qui a un certain nombre de jours qui va afficher la liste électorale. Après cela, nous allons passer directement à la période de la campagne et ainsi de suite. Pour l'heure, nous égrenons véritablement et sérieusement notre chronogramme sans être contrarié. Quoique, bien entendu, il y ait des velléités, des intempéries, des pandémies, de toutes sortes de situations, mais le ciel nous fait grâce et pour le moment, nous exécutons tranquillement notre mission. D'accord. Je voudrais aborder un autre point avec vous, parler rapidement de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et les peuples. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a interpellé la Côte d'Ivoire sur le fait qu'elle a constaté que les CEI locales sont présidées par des personnes proches du pouvoir en place. Quelle est votre réaction? Vrai ou faux déjà? Il n'est pas, M. Fofana, dans mes habitudes, d'abord de par ma fonction de magistrat à l'origine, de commenter les décisions de justice. Mais c'est vrai que je suis magistrat, mais aujourd'hui, je suis président d'une institution qui est la Commission électorale indépendante. La Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision. La commission électorale n'est pas partie à ce procès, même si elle se retrouvait au centre des débats. Mais je voudrais dire que, conformément aux dispositions légales en vigueur commandant à l'organisation ou au fonctionnement des commissions, tout a été fait conformément à la loi. Vous savez, c'est aussi ça le péché de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'équilibre. La démocratie, c'est celui qui a le maximum de nombre, qui a le maximum de suffrages. Alors, les élections au niveau des commissions locales, pour pourvoir au poste des différentes commissions locales, cela se fait à l'issue d'une élection. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est les partis politiques. Parce que la loi dit, pour ce qui est des commissions locales, qu'il y a 3 représentants désignés par le parti au pouvoir et 3 représentants désignés par les partis de l'opposition et 1 représentant de l'administration. Et c'est cette personne-là qui se réunissent, qui organisent des élections et qui élisent leur bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Nous avons même fait, à un moment donné, parce que le principe commandant un consensus, nous avons souhaité qu'il y ait un consensus entre les acteurs. Nous les avons invités à mettre en place un modus vivendi qui consistait, pour éviter d'avoir un déséquilibre trop criard, même si cela respecte l'esprit de la loi, que celui ou le groupement qui occupe le poste de président ne se présente pas au poste de vice-président et ainsi de suite, permettant ainsi aux autres d'avoir un bureau équilibré représentant toutes les entités au sein de la commission locale. Mais les règles de la majorité sont les règles de la majorité. Ceux qui étaient présents ont organisé leur élection et ont gagné les élections. Donc nous n'avons pas de commentaires à faire, si ce n'est de dire que ce qui est résulté de l'organisation des commissions locales résulte de l'élection telle que prescrite par le Code
portant ou la loi portant composition de la commission électorale indépendante. Ce n'est pas le fait de qui que ce soit, c'est le fait de la loi. C'est le commentaire définitif que vous faites sur cet arrêt pour nous convaincre que vous n'y êtes pour rien, que les jeux ne sont pas faits à l'avance contre autres candidats, autres personnes. Ah non? oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Rien n'est fait avant, tout s'est fait conformément à la loi. Et je mets quiconque au défi de prendre le code ou la loi portant composition de la commission électorale, de vérifier si cela n'a pas été fait. Et je répète encore qu'il y a eu des élections, comme le prescrit la loi portant composition de la commission électorale indépendante. Mais je dis bien que la démocratie a ses travers qui peuvent créer un déséquilibre, mais ce déséquilibre est issu de la loi. La loi, aussi bonne ou dure soit-elle, mais c'est la loi. Nous sommes à la fin de cette émission, Monsieur le Président. Nous avons parlé du parrainage, du contentieux et de la Cour africaine des droits de l'homme. Pour terminer complètement, quelle conclusion vous pourriez tirer? Mais la conclusion que je voudrais tirer est d'abord de remercier les Ivoiriens. Parce que moi, j'interviens à deux niveaux. D'abord, les Ivoiriens, parce que ce sont des électeurs, et ensuite, les acteurs politiques, parce que ce sont ceux-là qui sont intéressés à l'élection. Je voudrais leur demander de faire confiance à la commission électorale indépendante. Les voies de droit sont ouvertes aux uns et aux autres, que les voies de droit soient utilisées pour revendiquer. Si vous n'êtes pas d'accord avec la commission électorale indépendante, utilisez les voies de droit. Mais faites-nous confiance dans l'exécution. Je voudrais également remercier les partis politiques. Quoi qu'on dise, nous sommes des alliés. Nous ne sommes pas des adversaires et ils ont joué leur partition dans la révision de la liste électorale en demandant à leurs militants et sympathisants de participer à la révision de la liste électorale. Je voudrais les en remercier et sous peu, bientôt, le 29, nous allons leur donner le résultat du travail formidable qu'ils ont exécuté sur le terrain. Nous souhaitons tous les actes que nous posons sur le terrain s'effacent dans le calme parce que ceux-ci seront empreints de transparence et de crédibilité. Je l'ai dit à mes collaborateurs, et c'est un principe pour moi. Faisons de sorte que, de par notre élection, nous fassons briller la paix en Côte d'Ivoire, même si la Commission doit en être les combustibles. Faisons de sorte à faire briller la paix en Côte d'Ivoire, même si la Commission électorale devra être les combustibles. Ça sera notre sacrifice. Merci, Monsieur le Président, d'être venu sur ce plateau aujourd'hui pour nous expliquer ce que c'est que le parrainage, le contentieux, et puis vous êtes prononcé aussi sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Merci d'être venu sur ce plateau. Monsieur Ibrahim Coulibaly Cubain, président de la Commission électorale indépendante, nous a fait le point donc la situation à 3 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, élection prévue pour le 31 octobre 2020. Retenez qu'à partir du 1er août, le contentieux électoral s'ouvre afin que chacun de là où il est puisse porter ou non litige ou contestation à l'encontre de la liste électorale. Merci et bonsoir. C'est moi.